Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, on va démonter une Losi. Là, les fans de Losi vont m'haïr. Je sais pas si c'est une 3.0 ou une 4.0. J'ai pas bien checké la différence entre les deux. Et je dois dire que ça me préoccupe pas trop. Et cette voiture, nous allons la démonter pour la réviser avant qu'elle soit transformée, non pas en rallye game, mais un truc rigolo aussi quand même. Alors, on va faire comme si on était sur le terrain et qu'on devait faire un accès rapide au diff. Déjà, quand tu es sur l'OSI, il vaut mieux avoir ton outillage US avec. Parce qu'ils ont de la visserie US, mais pas partout. Et ouais. T'enlèves le pare-choc avant. T'enlèves la cale de train avant. Oh, peut-être pas. Attention, est-ce que la cellule est déjà en deux parties? Ça doit être ça la différence, le 3 et le 4.0. Quoique, non, le 3.0 avait déjà ça. Testons. Tout simplement. Pas de notice, rien. On va commencer de la façon la plus simple qui soit. Nous allons juste enlever donc les deux vis du dessous et les deux vis du dessus. Si c'est une cellule à accès rapide, elle va se séparer ici. Et nous allons accéder rapidement au diff. Ce n'est pas le cas, tu vois. Donc tu démontes les deux vis qui tiennent la cale de train. Tu fais gaffe avec l'outillage US parce que c'est pas seulement la tête de la vis qui est différente, le filetage aussi. Alors dans le plastique ça pose pas de problème, quand c'est dans l'alu ou la ferraille, comme là-haut par exemple, faut se méfier. Le truc c'est que, comme les empreintes de tête US sont plus petites que les européennes, en millimètres, tu as donc une taille d'outil plus petit par rapport à la tête de la vis. Donc plus d'efforts sur ce truc, et ça peut arriver que ça foire bien plus vite que prévu. Ce Losi a encore en plus de ces vis là, ce qu'on avait déjà sur la Gamma aussi, puisque la Gamma c'était du Losi aussi, tu as deux vis en dessous. Tu n'y accèdes donc pas tout droit dessus, tu es obligé d'enlever les vis supplémentaires. Mani hors champ. Perdu, et c'est encore. Donc tu enlèves aussi les vis du dessous pour pouvoir bien atteindre, sauf si tu as un tournevis par exemple avec un bout sipant à sphère, comme par exemple ceci, tu vois. Attention avec ce genre d'embout, ces embouts ne sont pas faits pour débloquer et bloquer une vis. Vous bloquez, vous débloquez la vis, et que ça, vous l'enlevez, vous la mettez, mais il faut que ça fonctionne bien, sinon tu vas très vite glisser dedans. Et en plus, il faudrait avoir en plus les embouts sphériques US. Là, ça devient un peu pénible, clairement. Là, tu peux tricher un peu, tu peux relever pour enlever tes vis. Maintenant, nous, comme on est là et que de toute façon, on va mettre l'engin en pièces, on va pas se compliquer la vie. On va en séparer tout l'avant. On va donc enlever la vis de la cale de train avant, de renfort avant. Ensuite, tu as le choix, soit enlever les deux ici qui sont les puits pour les colonnes de direction, soit les deux du dessus. Je vous conseille toujours d'enlever celle-ci à ce niveau-là. Souvent, ces vis en dessous sont montées avec de la loctite, tiennent vraiment très fort. Les têtes de vis sont râpées parce que c'est le point où vraiment on râpe le plus à l'atterrissage avec les buggy. Et très dur à débloquer, donc tu foires très vite les têtes de vis. Donc soit tu chauffes tout de suite, mais de l'autre côté il y a un roulement et il y a une partie en plastique, donc c'est pas forcément l'idéal. Il y a des châssis où par l'autre côté tu arrives avec une petite clé très fine et plate sur les puits en question, parce qu'ils ont deux méplats ou une empreinte hexagonale, donc tu vas pouvoir les maintenir ou les tourner. Et il y a des châssis où il y a une empreinte en forme ovale et où ce puits est capturé dedans. Et donc préférable d'enlever par le haut. N'oublie pas la deuxième vis du renfort avant sur ce Losi, parce qu'ils ont mis une jonction à ras du châssis et à l'avant. Et là tu sors ton train avec ta direction. Fais attention à ne pas paumer tes roulements, souvent ils se cassent la figure de la colonne de direction. Et tu vois ici donc tes deux colonnes. Tu vois ici chez Losi, c'est capturé dedans, ça ne tourne pas. Tu es donc, quoi que tu fasses, obligé de tourner la vis. Si tu n'as pas absolument besoin de les enlever, tu les laisses. Si tu veux les enlever, avant d'essayer est-ce que c'est serré ou pas, franchement chauffe-les tout de suite. Tu peux utiliser un petit brûleur à gaz pour faire la crème brûlée par exemple. Tu enlèves ton roulement, tu enlèves ton plastique, tu chauffes ici puisque le filetage est là-dedans. Hein. Tu peux, quand tu as accès que par en dessous et que tout est monté, tu peux chauffer la tête de vis, la chaleur à un moment on va aller dedans, on va craquer la loctite, tu vas réussir à sortir.
Mais c'est plus simple si tu le fais par là directement au niveau du filetage. Et ensuite tu pourras débloquer tranquillement ta vis en pensant qu'elle est chaude. Attention, tu as chauffé ici, la vis est chaude, c'est pas la peine de descendre en bas et de la prendre en main après. Hein, si tu as des mains de mécano, ça passe. Si tu n'as pas des mains de mécano, tu fais surtout pas ça. Ça dépend aussi évidemment comme tu as chauffé. Donc déjà, propriétaire du véhicule, tu as plié tous tes axes. Je sais que ces axes existent en option chez Losi en nitride, donc beaucoup plus dur. C'est pourtant quand même déjà du 4 mm et c'est là que tu vois que les pièces plastiques sont solides. Et je comprends pas l'engouement des gens à se diriger toujours vers de l'alu, on ne sait pas pourquoi. Les pièces plastiques sont tellement solides, elles ont encaissé la déformation, elles n'ont pas morflé. Par contre, les axes, eux, ont morflé. D'ailleurs, on a une petite dorure dessus, alors je ne sais pas si c'était déjà des axes traités, ou si c'est l'inverse, si c'était les axes non traités, et que ce qu'on voit en dessous, c'est là où ça a frotté, où on a enlevé la couche principale. Est-ce que c'est absolument utile de mettre des axes hyper méga durs là-dedans? Pas forcément. Le fait que ça soit tordu, c'est peut-être pas plus mal. À un moment, on avait trop de flex du triangle, ça a tordu l'axe. Si l'axe n'était pas tordu, peut-être on aurait sorti tout le triangle. Quand tu roules en compétition, ce genre de choses a une influence minime sur la suspension quand tu roules. Tu vas pas le remarquer forcément en roulant, sauf si c'est vraiment tordu au point où ça te freine la suspension. Et par contre, ça va te permettre de finir la course. Et toi, de toute façon, après les courses, tu checkes ta bagnole, tu verras ça, tu pourras les remplacer. Tu peux soit acheter évidemment les origines Losi, tu peux acheter ce genre de tige au mètre. Je vous rappelle, quand vous cherchez des objets de ce genre-là, faites-le en anglais, c'est toujours plus simple. Tu peux aller directement sur Google, ça s'appelle en anglais, un axe, ça s'appelle ROD, R-O-D. Donc tu mets 4 mm ROD. Hein, ça se prononce pas comme ça en anglais, mais c'est pas grave. T'écris 4 mm ROD, stainless par exemple pour inox, et tu verras, tu trouveras plein d'endroits pour acheter ce genre de choses au mètre, après avoir évidemment les frais de port. Ça c'est clair. C'est un gabarit un peu spécial, donc par la poste c'est vite cher. Hein. Après tu peux trouver par demi-mètre, par bout de 20 ou 30 cm, tu peux te couper tes bouts toi-même, il n'y a pas de souci. Et souvent après aussi il y a des constructeurs qui font le lot complet des axes, et ils ne s'amusent pas à faire les trucs au détail, tu as le lot complet des axes qui a un prix tout à fait acceptable. Alors de plus près, ce Losi qui était en nitro, qui a bien servi. On a une rotule de barre stable qui s'est dégoupillée, rotule qui est complètement en aluminium. Et qui, on peut le voir ici, tu vois, a pas trop subi d'usure. Souvent, quand tu as une rotule en alu, le plastique va la bouffer ici avec le sable, et tu as très vite de l'usure. Je ne suis pas un grand fan de toutes ces rotules en alu, je préfère largement les rotules en acier. Évidemment, le fait de mettre de l'alu partout sur toutes les rotules va finalement t'économiser du poids. Les noix aussi sont ajourées pour ces raisons-là. En plus, c'est des masses en rotation. Après, ils économisent des fois sur la visserie. D'un autre côté, après, pour des raisons de fiabilité, on te met des nil stop partout. Au lieu d'arracher le filetage en plastique, ce qui économise encore plus de poids, mais on peut l'arracher du plastique. Par contre, le nil stop ne bougera pas. Là aussi, tu fais gaffe. C'est tout en US. Tu as une vis US avec un pas de vis qui est fait en mesure US, et l'écrou pareil. Il a sa taille US et son filetage US. Donc tu ne mélanges surtout pas l'US et l'Europe à ce niveau-là. Ça ne va pas aller. On a évidemment toutes les biellettes à part inversée, ça c'est clair, en simple acier inox, très efficace, solide. Ça a été prouvé il y a longtemps. Les plastiques Losi sont très bons. Chape, rotule, tout ça. Enfin, sur la TLR, sur la Team Losi Racing. On précise ici, c'est pas pareil sur les RTR. Ça commence à venir. Le DB10 Pro et tout ça, ça va déjà être mieux équipé, c'est clair. Niveau noix de cardan, axe de cardan, on n'a rien de spécial. Tout va bien. On a de l'usure, mais tout à fait acceptable. Ça pose pas de problème pour rouler. Il y en a qui se font des maladies quand ils ont des noix qui ont de l'usure ou du jeu. C'est en loisir, c'est pas la peine de te faire une maladie. Tu roules jusqu'à ce que soit l'axe de cardan, soit la noix soit cassée en deux. Hein, ou alors, tu vois, avant d'aller rouler, tu estimes que ça va casser, tu le sais, tu connais ton matos, tu te le fais pour pas tomber en panne sur le terrain. Mais sinon, tu roules jusqu'à ce que ça casse. Tu changes pas sans arrêt à gogo, à gogo, à gogo.
Une fois que la noix est entamée aussi, changer la noix et pas le cardan, ou l'axe de cardan si tu peux avoir des axes séparés. Ceux-ci sont sertis en force à l'intérieur. Il y a des marques comme Mugen où tu peux acheter ces axes à part, en 3 mm. Donc à voir si les axes Mugen ont la même longueur que les Losi. Donc là tu mets ça sur un étau, tu mets un coup de marteau, tu utilises un pointeau. Quand tu es arrivé à un ras, ou un chasse si la tête n'est pas trop amochée. Donc c'est du 3 mm, donc tu te prends un chasse de 2,8, pas un chasse de 3, attention. Et tu te sors l'axe de là. Et t'enfonces le nouveau, mais il faut être sûr qu'il tienne vraiment bien. Parce que s'il coulisse trop facilement, en roulant, il va se barrer. Donc là c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. Donc là tu arrives à tes vis. Et là aussi tu vois, il faut de l'outillage US et en plus il te faut des... Là j'ai des douilles courtes, il faudrait des douilles longues. En plus des tournevis. Évidemment tu peux le faire au tournevis en plus. Mais tu vois ça commence à faire un paquet d'outillages à avoir accumulé à la maison. Diflosi, tu vois, c'est pas spécialement graissé, ça n'a pas été ouvert récemment, pourtant, rien. Très bon état, pas de souci à ce niveau-là, c'est nickel. Même l'huile dedans, c'est impec. Franchement, on a une super sensation. Il faut savoir que les Diflosi existent en LSD, c'est-à-dire pas des trucs à mâchouiller qui te font voir des éléphants roses, mais en Limited Slipper Differential, c'est-à-dire autobloquant. Ce que je n'aime pas, ce sont les roulements épaulés. Et là, ici, on a d'ailleurs une erreur dessus. Les roulements épaulés sont plus petits que les roulements standards 16 par 8 par 5 et ils sont plus sensibles au choc du ce coup-là aussi. Donc je suis vraiment pas fan de ces roulements là. En plus, ils sont plus chers parce qu'ils sont épaulés. Honnêtement, tiens, il a même écrit qu'il y a mis dedans, il y a de la 10 000. Mais là, la sensation, on n'a pas de la 10 000. Là, on a plus. Clairement. Je suis pas du tout fan de ces roulements, ils sont relativement fragiles sur les chocs. Si tu prends un gros coup vraiment où le triangle rentre, où la noix de cardan va taper au fond, tu vas forcer sur le diff, tu vas le déplacer et ces petits roulements ont tendance à mourir dans ce cas-là. Et ici on a une erreur de calage, tu vois, on a une rondelle qui a été mise sur le roulement épaulé. Or dans la cellule, il n'y a pas la place pour l'épaulement et la rondelle de calage. Ça, c'est l'autre souci de ces roulements épaulés. Quand tu veux caler un diff qui a des roulements épaulés, tu ne peux pas le faire de façon rapide par l'extérieur. Tu es obligé d'ouvrir ton diff. Là, si tu en plus, tu dois. C'est très là, en plus, ouais. Alors là, c'est super bizarre parce qu'en plus, c'était calé pour éloigner le diff de son pignon d'attaque. Normalement, tu cales ici. Donc, tu enlèves ta couronne, tu enlèves ton satellite, tu enlèves ton axe, tu sors ta noix, tu enlèves ton roulement et la cale se met derrière ici le roulement. Ou, attention, ça dépend des cellules, je te dis pas une bêtise, je te dis une bêtise, regarde. Dans ce cas-là, il vaut mieux, parce que tu as un petit jeu transversal ici, enfin si tu peux caler derrière le roulement, à la limite tu pourrais, non, il n'y a pas la place non plus devant le roulement, si. Il faut une cale qui passe devant le roulement, donc il y a la taille de la bague de roulement extérieur ici, mais pas plus gros parce que sinon tu bouffes le joint. Donc oui, effectivement, la cale derrière le roulement reste la meilleure solution. Tu vois, c'est ce jeu que tu dois combler pour le réglage, pour changer ici l'entre-dents. Suspension, c'est pareil, super méga soyeux, super fiable, Losi, c'est clair. On verra quand on va où, enfin, c'est même pas la peine que j'ouvre les amortos en fait, hein, tu le sais ça, propriétaire du véhicule. T'as pas une bulle d'air, t'as rien, et niveau du mélange huile-suspension par rapport au projet qu'on va faire, vous verrez quand ça sera fini, ça sera pas mal du tout en fait. Hein. Je vais ouvrir le diff pour voir l'état de l'huile à l'intérieur, mais niveau sensation, pareil, on serait bon, on n'aurait pas besoin de le démonter. Et là, l'autre chose aussi que je vais vous montrer, on a fait un lavage complet du véhicule. Ensuite, complètement séché, bien fait gaffe de bien sécher le roulement, mis de l'huile sur les roulements. Et c'est ce que je vous dis, quand tu achètes un véhicule dont on dit il a été complètement révisé, la première chose que tu fais quand tu le reçois, c'est que tu démontes ta cellule. Regarde, j'ai démonté la cellule, on a été donc l'extérieur, hein, tu vois comme ça, c'est l'horaire, wow, il est propre et tout, il est révisé. Mais tu vois que pour accéder au diff, j'ai dû enlever la cellule. Donc si le gars te dit qu'il a révisé la machine, mais que tu trouves de la terre en dessous,
c'est que la cellule n'a pas été démontée. Ou alors le mec il a fait le nettoyage, il a enlevé la cellule, il a vu la merde et a remonté la cellule sur la merde. Pas terrible si déjà t'en es à ce point là que t'as tout démonté. Tu vois, un simple coup de chiffon suffirait à, tu vois, hop, à tout faire. Donc là t'as un doute, est-ce qu'il a démonté ou pas, t'en sais rien. Donc la confiance prend un coup, c'est pas bon. Donc toi aussi si tu vends du bateau, si tu dis que c'est complètement révisé, sois précis sur ce que tu fais. Moi aussi il y a des fois des machines où je sais que c'est pas la peine de tout démonter, je le dis. Je dis voilà, on a sorti les diffs, on a nettoyé, on a changé les huiles, ou on a checké les huiles, on n'a pas changé les huiles parce que c'était pas nécessaire. Ce sont des choses qu'on peut dire sans problème. Donc ici tu vois, il n'y a pas de visserie US. Dans le diff, c'est du métrique. Le seul avantage peut-être à cette visserie US dans ce cas-là, c'est si on avait ce genre de diff avec un filetage un peu foireux, comme le filetage européen est plus fin, comme tu peux le constater là, regarde, tu vois, que le filetage US, c'est que pour réparer, tu peux mettre une vis US à l'intérieur, avec le filetage un peu plus gros, ça peut peut-être te sauver. Sinon, il reste la bonne vis à bois. Ça c'est pareil, hein. J'ai aussi déjà vendu des machines où je savais qu'il y avait un filetage foireux, il suffit de le préciser, tu dis voilà, il y a un filetage qui était limite, on a mis de la glu à l'intérieur, on a utilisé une vis auto-taradeuse, tu verras elle est différente des autres, ça tient bien, il n'y a pas de raison de la changer, et les choses sont claires. Et regarde ça, c'est nickel. Il n'y a pas le moindre besoin de changer les huiles sur cette machine. Enfin, on va voir ce qu'il y a à l'arrière dedans. Niveau dureté, peut-être on changera ça niveau dureté si ça ne correspond pas au projet. Mais ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Comme dit, je ne pense pas qu'il y ait de la 10 000 dedans. Enfin, quoi que j'en avais constaté sur l'autre, c'était laquelle qu'on avait monté, la Timasso. Que sur les nouveaux diffs, comme les espaces, les entre-dents, tout ça dedans sont plus justes, qu'il n'était pas nécessaire de mettre absolument de l'huile super épaisse. Ça aussi, c'est ce que je dois prendre en compte sur les épaisseurs d'huile, hein, les mecs, faites gaffe. Dans un gros diff de MT avec des grosses méchantes dents, il faudra de l'huile plus épaisse pour avoir le même résultat que dans un diff de buggy. Sauf si évidemment le MT est équipé de diffs standards, comme par exemple le Serpent MTE qui a les mêmes diffs que le Truggy que le buggy. C'est pas le cas de toutes les machines. Si vous prenez les différentiels Sen, il y a des dents 2 fois plus grosses que ça à l'intérieur. Il faudra forcément de l'huile plus épaisse pour arriver au même résultat. Et n'oubliez jamais aussi quand vous faites le calage, hein, parce qu'il y en a qui vont pinailler pour faire le calage à l'intérieur, ne faites jamais le calage à sec si vous n'avez rien d'huile dedans. Quand vous faites votre calage, vous allez faire au plus juste. Mais quand vous allez mettre l'huile, l'huile elle va passer comment entre les dents si votre calage est trop juste? Vous n'aurez pas un graissage optimal entre dents et entre les dents des pignons, des différents pignons, s'il n'y a pas la place pour laisser passer l'huile. Et plus l'huile est épaisse, et moins c'est grave s'il y a un petit peu de jeu entre, évidemment, puisque tu embarqueras plus d'huile, elle fera coussin entre les deux, et ça va le faire très bien aussi. C'est de la mécanique précise, mais c'est pas de l'horlogerie non plus, l'ARC. Tu peux avoir peut-être pas tout à fait assez de jeu, suffisamment de jeu et un tout petit peu plus que ce qu'il faut et ça se passera bien quand même, heureusement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pareil au niveau des triangles. On ne sait pas aller s'amuser à mettre des petits cils à bloc en uréthane à l'intérieur des douilles, des triangles, etc. pour faire comme sur les vrais véhicules. Même une voiture à l'échelle 1 a extrêmement de jeu, suffit d'aller au contrôle technique, de poser sur les plaques qui te servent à contrôler les rotules et tu demandes au gars de te faire bouger les plaques et là tu vas te faire peur parce que même sur ta voiture sport, ta roue va faire 5 cm en avant, 5 cm en arrière. C'est à ça que sert le cylindre bloc, nous on l'a pas, c'est pour ça qu'on a le flex dans les triangles et un petit peu de jeu. C'est pas la mort, les mecs, je vous assure. Un grand champion fera une course même avec un véhicule qui est secoué. Et il te mettra quand même une pilule. Diff central. On est pas mal aussi, on est pas mal aussi. Bon là par contre, là les roulements, adios. Hein. Autant là ça va, on est bon. Diff central, c'est aussi plus sensible, c'est le plus exposé à la saleté par rapport à celui-là, évidemment, surtout l'avant. L'arrière prend un peu plus. C'est ça que j'aime bien quand les constructeurs font des choses qui protègent.
Le train avant en général ça va, puisqu'on a, quand on a un train avant comme ça qui n'est pas sur rotule, mais chape et porte-fusée, cette pièce ici, donc la chape, protège le roulement de la saleté des débris qui arrivent, plus ou moins. À l'arrière, on met des garde-boue de notre côté. Si le constructeur nous faisait toujours comme s'il faisait à l'époque, souvenez-vous, on a déballé quelques vieux buggy qui avaient ça, une grosse languette ici en plastique qui protège le roulement. Ce que j'adore chez Obao, c'est la cellule qui couvre complètement le roulement. L'entrée de cellule est plus étroite que le roulement, quasiment, on est à ras de la noix. Ça évite énormément de projections sur le roulement et ça augmente énormément la durée de vie, évidemment, du roulement en question. À l'arrière, pardon, à l'arrière au centre, on a un petit manque d'huile. Après, des fois, là, c'est sûr que tu restes dedans, tu te dis t'en manques. Dans l'idéal, tu le poses et t'attends que l'huile ait coulé au fond pour voir combien t'en as. C'est pareil, c'est pas une science au gramme près, vous prenez pas la tête. Y a des marques qui disent sous le croisillon, des marques qui te disent à moitié, il y en a qui te disent sur le croisillon. On va dire que quand tu es entre un ras sous le croisillon et un ras au-dessus du croisillon, tu es dans un domaine acceptable. T'en mets pas plus, si t'en mets trop, tu as une surpression quand tout ça tourne à l'intérieur, parce qu'il y a une émulsion de stud. Tu as une surpression, tu vas forcer sur les vis dans le carter et tu peux les arracher. Niveau du pignon, tout va bien. Franchement, la seule raison pour laquelle on va le démonter, celui-là, c'est pour changer ses roulements épaulés. Aussi, comme ils sont plus petits, ils sont plus fragiles. Je rappelle qu'un roulement à billes à bande unique, comme c'est ici, sphérique, en semi-sphère, c'est-à-dire que tu as une bille parfaitement cylindrique qui coulisse dans une gorge qui fait forcément la moitié d'un tube. De l'autre côté, tu as la tête qui fait l'autre moitié du tube. Tu n'as aucune possibilité de réglage du roulement, parce que si tu règles, tu presses sur le roulement à gauche et ça va se barrer à droite, si tu presses à droite ça va se barrer à gauche, si tu réduis trop le jeu ça va chauffer, tu vas flinguer, tu ne peux pas ajouter de matériaux dedans puisqu'en aucun cas ça ne sera parfaitement lisse et ça suivra en aucun cas parfaitement le cylindre. Et une fois que de toute façon que tu as sorti les billes, tu peux accéder en enlevant ici la petite protection au roulement lui-même. Tu le vois, tu peux le nettoyer, tu peux le lubrifier, mais en aucun cas tu ne peux intervenir sur les billes. Si tu le déboîtes, pour le remboîter, tu blesses les surfaces et c'est foutu. C'est ce qu'on appelle le mimi rara, la mémerde. Un roulement à billes à double bande, cylindrique, n'est pas réglable non plus, puisque tu as une pression d'un côté et une contre-pression de l'autre entre les deux bandes à billes. Ça s'équilibre. Les seuls roulements qui sont réglables, ce sont les roulements à aiguille conique ou à rouleau. Ça dépend du terme que tu utilises, hein. C'est toujours pareil, il y a plein de termes. Il y a un terme dévié de la traduction américaine ou de celui qui l'a inventé. Ensuite, il y a les termes propres, il y a les termes les plus utilisés ou pas. Tout ça. À l'arrière, c'est sûr que là, pour atteindre le diff, ça va aller plus vite. Il n'a pas les deux vis en plus devant. Les cellules avant est différente de la cellule arrière. Tu enlèves juste ta cale de train parce qu'il n'y a pas de pare-choc. Si on y arrive. Vis spécifique, très longue. Et regarde, c'est pas du cruciforme. X-Ray, s'il te plaît, X-Ray, mets-nous des vis comme ça. Ça me fait mal, cette cruciforme au milieu de tous ces 6 pans. Voilà, là tu vois la pression se relâche. Hop, t'enlèves ta cale de train. On va enlever les deux vis du dessus. Et on y est. Et c'est là qu'il y en a qui va me dire, ouais mais du coup c'est un Losi 2.0. C'est possible. C'est possible mon gars. Je suis ouvert à toute suggestion. C'est pas moi le connaisseur Losi. Là, ça va pas non plus, ça coince. T'as pas le choix. Et oui, effectivement, les vis traversent. Couillon. T'es obligé d'enlever les vis. Hop là. Et là, t'as toujours pas la place, t'es obligé quand même d'enlever les vis arrière. Donc là, effectivement, t'es coincé. Skid plate à l'arrière. Chez Losi aussi, toujours la petite empreinte pour mettre la cellule dans le châssis.
Deux raisons à cela, trois même. D'abord, il y a moins d'alu, c'est plus léger. Deuxièmement, le diff est plus bas du châssis en descendant que le centre de gravité d'une pièce en rotation qui plus est. Est-ce que 2 mm font vraiment une telle différence? Moi, je peux pas juger. Je pense que je sentirai rien, même si le diff était 1 cm au-dessus. Quand tu es habitué à rouler en MT, de toute façon, c'est pas un problème. Et la troisième raison, c'est que le fait que la cellule est coincée dans le châssis, quand il y a des chocs sur les cellules, elle n'est pas uniquement maintenue par les 4 vis. Tu n'as pas donc d'effort de cisaillement sur les vis. C'est pour ça aussi qu'ils font des cales de train ancrées dans le châssis. Ces cales t'évitent un certain cisaillement. Évidemment, tu peux toujours encore avoir des coups d'un côté ou de l'autre, mais comme c'est vissé en plus là-dedans, donc tu as vraiment un jeu minime, et tu réduis énormément le cisaillement sur les vis, et donc le risque d'arracher ces vis. Tout simplement. Donc ça a plein d'avantages. À l'arrière, les axes sont impeccables. On a un petit peu moins d'usure sur les carnans encore. On n'a pas sorti un CVD, voir l'état de la tête. À l'arrière, un petit jeu minime, mais rien de grave. On va voir l'avant, qui est légèrement le plus endommagé, parce que c'est le train directeur. À l'arrière, ça, c'est un truc typique, c'est Losi qui utilise ça, et il y avait encore à l'époque Huntsman et d'autres. On a le diff qui est posé dans 2 cales en alu ou en plastique, ça dépend des constructeurs, qui est ensuite glissé dans la cellule parce que sa couronne, comme tu peux le constater par rapport à l'avant, est montée à l'envers. Couronne vers l'extérieur pour pouvoir décaler tout simplement la transmission sur la droite, pour équilibrer avec le poids de la lipo et du variateur par exemple. Ici c'est écrit 2,0. Tiens, est-ce que ça veut dire que c'est un Losi 2,0 ou est-ce que c'est une cale de 2 mm? À voir. Là, tu as ton petit roulement épaulé, tout petit, tout ridicule, qui a aussi une cale ici, donc apparemment c'est prévu d'être calé comme ça. Je n'ai pas la notice sous la main, j'en avais déjà en main, mais là je ne sais plus, donc c'est possible que ça comme ça. Je suis pas fan, définitivement pas, parce que quand tu cales ici, la portée de ton roulement est réduite dans la pièce qui le maintient. Et je suis globalement pas fan de ce système avec la couronne qui va vers l'extérieur. C'est monté conique. Donc sous l'effort, ici par exemple le train avant, ça va pousser de ce côté, donc tu auras plus d'effort sur ce roulement que sur celui-là. Mais c'est encore relativement équilibré et j'ai constaté par expérience avec les années, parce que j'avais déjà des véhicules comme ça, que quand il y avait la force répartie ici, ça pousse donc sur ce roulement, par contre on a plus de force de cisaillement sur celui-ci. Et que les roulements s'usent globalement plus vite sur ce type de montage. Tu vois, les roulements arrière sont secoués alors que les avant sont bons. Alors qu'en général, sur tous les autres buggy, ce sont les roulements avant que tu déglingues le plus. Mais bon. Après, des fois, on se persuade aussi de certaines choses, on croit savoir et on ne sait pas. Il faut rester ouvert à tout. Donc ceux qui ont ce type de montage, partagez-moi votre expérience là-dessus. Ce que j'avais constaté aussi spécifiquement sur l'Huntsman, l'Aussie j'ai pas expérimenté, enfin j'avais le Agama, mais là-bas on n'a pas fait gaffe, c'est que on avait une... Même si tout était parfaitement monté, tout était bien en roue libre, je sais pas comment l'expliquer. Au niveau de la sensation, on a l'impression que le train était plus freiné que... Je sais pas. Peut-être parce qu'on porte ici sur l'extérieur, on a plus de force un peu comme ça au niveau des jeux, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui faisait qu'avec ce petit Huntsman, j'étais pas aussi à l'aise qu'avec une transmission standard. Sur la Gamma par contre, on a rien remarqué, après c'est sûr, c'est plusieurs crans de qualité au-dessus. Huntsman c'était du very pas cher. Roulement d'entrée de diff arrière, rincé. Là aussi, des micro-roulements, je suis pas fan de ça. Moi j'aime vraiment, franchement, partout 16 par 8 par 5, c'est pas compliqué, ça fonctionne bien, c'est pas la peine de chercher de midi à 14 à faire autre chose. Ce qu'on a aussi, tu vois, c'est que la barre stable n'était plus fixée du tout. Elle se balade dans sa rotule, bon ça devait faire le travail quand même, ça va. Là on a un peu de jeu, un tout petit peu trop de jeu au niveau de la barre stable. Ça se balade, c'est bien, c'est pas bloqué, par contre c'est trop, faut pas que ça se balade comme ça. Faut que ça soit vraiment un ras.
Le pignon d'attaque, il est correct, pas de souci. Suspension, pareil, super bien rempli, super bien réglé, du top travail. On va jeter un coup d'œil. Roulement de fusée, ça va. Ça va. L'utilisateur n'est pas un novice de toute façon, donc je préfère essayer des roulements qui sont encore ok, et il pourra toujours les changer lui-même plus tard. Je ne suis pas pour changer les pièces à outrance. On va sortir quand même un CVD, celui qui me semble le plus coué, c'est celui-là. Alors on a déjà un jeu ici. C'est pas tout imputé au CVD, on a déjà de l'usure ici, de l'hexagone de roue. Même souci que partout, l'hexagone il est en alu, forcément la barre au centre elle est en acier, elle va te flinguer ça un peu plus vite. Après c'est pas très fréquent d'avoir du jeu à ce niveau là honnêtement. Enfin moi j'ai pas l'habitude d'en voir à ce niveau là. La vis est pourtant bien serrée. Hop. Donc là si tu as une roue à porter, hein, tu t'embêtes pas, tu mets la roue dessus, ça va très bien. X en alu super light, c'est pour ça qu'il s'est bouffé. Et on va sortir la tête de là. Donc en fait sur cet engin, tu te retrouves avec 6 roulements épaulés, 4 roulements 16 par 8 par 5, 4 roulements plus grands pour l'intérieur des CVD et 4 roulements plus petits à l'entrée. Tu as donc plein de sortes de roulements. L'économie de poids, je pense qu'elle n'est pas vraiment conséquente sur le set de roulement. Après c'est sûr, ça permet de faire des choses plus compactes avec des plus petits roulements. Alors au niveau de l'axe, ici on a de l'usure, c'est l'axe qui s'est bouffé. Le petit barillet central ça va, la tête elle est en acier. Ce qui explique que ce soit l'axe qui se soit mangé. Et au niveau ici du CVD aussi, là genre ça va bien, regarde, l'appareil, pièce en acier, donc pas de problème. Tout ceci existe au détail chez Losi. Tu peux t'acheter les petits kits et remplacer ça, puisque la tête n'est pas amochée. De toute façon, en plus, tu as 2 positions possibles, même si tu as amoché la tête. Après, il faut choisir quand changer son axe. Si tu as un cardan qui est déjà endommagé, c'est pas la peine de s'amuser à changer l'axe, il te faut changer tout le cardan. Parce que tu vas remplacer un bout ici, tu vois, regarde l'axe. Tu vois, du jeu dedans. Donc je vais voir avec le propriétaire s'il veut au passage qu'on change les axes, puisqu'on n'a pas encore de trop méchantes empreintes ici dans le cardan lui-même, on n'a pas d'empreinte dans la tête de cardan ni dans le rouleau. Donc là moi je dis que ça vaut le coup dans ce cas là de changer uniquement juste les petits axes, pour pas aller endommager plus ici après au niveau du jeu. Après on a aussi déjà les axes là qui sont usés, comme il existe je crois pas au détail chez Losi. C'est peut-être même plus simple dans ce cas-là alors de rouler jusqu'à la fin de ces cardans, à savoir que ils vont tenir longtemps. C'est pas parce qu'ils ont un peu de jeu qu'ils vont mourir. Hein. Ces cardans, ils vont tenir un sacré moment quand même. Là aussi, vous pouvez voir, malgré le nettoyage complet, qu'on a toujours encore de la saleté accumulée à ces niveaux-là. Là aussi, tu vois clairement la différence quand quelqu'un t'a démonté le véhicule complètement ou pas. Regarde, tu sors un roulement. Ça, sont les endroits à lesquels tu n'accèdes pas. Et l'eau, il va quand même, tu vois. C'est pour ça que quand tu as lavé à la flotte, il faut démonter toute ta caisse. Parce que la bande de roulement va traîner dans l'eau, ça va oxyder, tu as de l'eau qui va arriver à l'intérieur du roulement, tu vas rouiller. C'est pour ça qu'il faut les ouvrir pour les huiler à l'intérieur. Et il faut les sortir pour pouvoir nettoyer proprement à l'intérieur de la pièce. Là, étant donné l'état de l'engin, inutile de le mettre en pièce détachée totale. Hein, et de tout passer dégrippant, enfin dégraissant, ultrason, etc., etc. Un simple démontage comme ça, tu vois, là on met en pièces, on sort les roulements, on nettoie toutes les portées, tous les coins. On sortira évidemment quand même les vis ici, les axes, puisqu'il y aura de l'eau qui est passée là-dedans pour ne pas avoir d'oxydation à ce niveau-là. Les rotules ici sont en alu, ça ne posera pas de problème. La vis est inox. Donc là, à ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. On sortira les axes quand même rapidement, pour les mêmes raisons.
D'ailleurs, on va t'en sortir un. Tu desserres juste ici le BTR et normalement il devrait sortir. Hop, ça va, c'est resté sec, mais il y a quand même un risque que tu prennes de l'eau là-dedans. Ça va oxyder la surface, ça va aller dur avec le plastique et ça va coincer. Donc le plus simple c'est de sortir, tu mets un petit peu de graisse. Si tu as un compresseur comme moi, un petit coup de soufflette à l'intérieur. Si tu es hyper méga difficile, tu prends un mini coton-tige et tu vas coton-tiger le trou. Après, chacun sa façon de faire. Hein. Tu fais comme tu veux. Là, je vais mettre provisoirement dedans. On va serrer pour pas oublier. Ça, c'est le piège aussi. Des fois, tu veux juste checker un truc. Tu oublies de resserrer la vis. Donc là, je vais les démonter pour les nettoyer. Mais s'il y a quoi que ce soit et j'oublie quelque chose, je ne vais pas emmerder par la suite. Je préfère le remonter. Voilà. À l'arrière, ce sera la même chose, sauf que c'est encore moins difficile, clairement. On va enlever un amorto pour checker ce qui se passe sous la chaussette. Ça, c'est le piège aussi. Les chaussettes, ça protège les tiges d'amorto de la saleté, ça protège les joints toriques ici de l'entrée de la saleté. Mais, tu fais aussi attention aux ressorts Losi qui sont de tailles différentes en haut et à l'embase. Le fait de changer le diamètre de la spire change évidemment la façon de se comporter du ressort en compression. Donc là, tu enlèves ce petit caoutchouc, tu vois, il y a juste un peu de poussière à l'intérieur, tout va bien. Des fois, il y a de l'eau qui s'agglutine, c'est pareil, tu vas abîmer ta tige, et cette tige abîmée et rongée par la flotte va aller endommager bien plus vite ici les joints toriques. Donc le mieux, c'est de tous les enlever, de les retourner à fond, de bien les nettoyer avant de les remonter. Tu peux même y laisser un petit coup d'huile à l'intérieur, c'est pas très grave. Quand je dis un coup d'huile, ça veut pas dire un demi-litre. Hein? Petite goutte quoi. Tu déconnes pas. Tu sers pas ton huile comme tu sers ton Ricard. Voilà. L'autre chose à contrôler ici toujours, ce sont ces plastiques-là. Quand tu as une tête pleinement en aluminium avec un insert plastique et un tube cylindrique, tu vois, si on a un jeu, c'est nécessaire. Il faut que la mortière puisse bouger comme ça, puisque le triangle lui aussi le fait. C'est pour ça que personnellement, moi, je préfère avoir des rotules en haut et en bas que ces axes-là. Ça s'use quand même beaucoup plus vite. Tu as plus vite du jeu là-dessus. Et surtout quand il y a des gens qui sont maladifs du jeu, qui vont aller du coup après te caler ça à mort avec des petites rondelles devant, derrière, machin, qui vont se réduire ce jeu fonctionnel, et ensuite quand il y aura un choc sur le triangle, ils vont forcer sur la tête et ils vont abîmer. C'est ce qui passe aussi avec les puits d'ailleurs, une fois qu'ils ont trop travaillé, ces petits inserts en plastique sont défectueux. Tu peux les remplacer séparément, c'est pas un problème non plus. Existe au détail toutes ces petites choses. Cale de train, ça a travaillé, mais c'est pas ovale, c'est bon. Ça n'a pas pris trop de coups. Et hein, il n'y a pas que Mani qui dort, t'as vu? Regarde, t'as mis un réglage en haut et un réglage en bas. Faites gaffe au sens. T'as un détrompeur là devant. Et regarde, ça c'est super funky parce que tu ne le vois pas. Tu vois pas là le sens puisque la cale de train est fermée devant. Tu as juste un petit espace pour sortir ta cale. Donc le train avant, on va le laisser avec un maximum de kick-up, vu ce qu'on va faire comme projet. Tu vois, là aussi, évidemment, hein, tu as la saleté qui s'accumule et tout. Après, quand c'est un véhicule qui a été démonté totalement, nettoyé entièrement, et ben, tout ça, c'est propre. Et là, les mecs, ils se disent, bon, Mani, à la fin, on le connaît, comme d'hab, il va nous mettre la machine en pièces détachées quand même. Il y a des chances. Non, on va pas exagérer. Ça, après, tu as plusieurs solutions. Tu as la solution du bourrin. C'est un véhicule pour le loisir. Ça va être un shrapnel de loisir. Donc, marteau. Pour les difficiles, hors de question de mettre marteau, pièce neuve. C'est clair. Chacun sa façon de voir les choses. Je comprends tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Il y a la solution qui vous correspond. C'est comme ça. Et tant que ça marche et que c'est effectif et que ton véhicule il tourne, après, pas de souci. Cardans centraux. Là, on est méchamment marqué quand même. Ça commence à se voir. Hein.
Donc si certains d'entre vous savent si ces petits axes Losi existent au détail, ou si évidemment les Mugen vont pile poil dedans, vous le signalez sous la vidéo. Voilà. Après avoir évidemment aussi ce que coûte ce genre de cardan. On va checker aussi les noix centrales. Là on a de l'usure, mais ça va. Donc oui, c'est vrai que c'est pas la peine de s'amuser à changer les axes, si de toute façon les noix sont aussi entamées. Là, il faut finir le matos. De toute façon, comme dit, il y en a pour plus qu'une année avant que cette caisse soit secouée au point de devoir changer les noix et les cadres. Après, c'est clair que ça fait quand même vite un gros budget. Si tu dois t'amuser à changer tes 6 cardans et toutes les noix en pièces détachées, tu es très vite au budget de certains châssis entrée de gamme. C'est pour ça que moi j'aime bien rouler sur Obao. Et le jour où Arma va nous faire des rollers, ça va faire mal aussi. S'il se décide à faire, mais ça c'est pas gagné. Parce que du coup après ça te fait des voitures jetables. Tu roules un an et tu mets à la benne et tu repars avec l'électronique dans un autre châssis. Voilà, moi je vais démonter pas tout. Une grosse partie, tout checker, graisser, huiler. Et on va transformer ce véhicule et vous verrez donc la prochaine vidéo, l'engin remonté et normalement transformé. Salut les gars, passez une bonne journée. Les habitués Losi, les pros Losi, vous êtes évidemment invités cordialement à laisser tout type de commentaires que vous voulez en dessous. Même si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous n'êtes pas d'accord, par contre, avec de l'humour les mecs. Hein. Vous prenez pas pour les meilleurs. Suggérez les choses, on vous écoutera toujours mieux que si vous essayez de les imposer. C'est comme ça. Psychologie de base infantile. ouais, non, le mec il est grave, il conseille de nettoyer les ressorts et tout, c'est bon, j'y vais. Salut.